La grande salle à manger du château de Valois était un théâtre de splendeur et de silence. La lueur des chandeliers dansait sur l'argenterie polie et les verres en cristal, projetant des ombres longues sur les murs lambrissés de chênes massifs. Autour de la table, les invités du baron Philippe, des propriétaires terriens et des nobles de la région de Bordeaux, échangeaient des politesses feutrées, leurs voix basses se perdant dans le vaste espace sous plafond. Une atmosphère de formalité rigide pesait sur le dîner, chaque geste étant calculé, chaque mot pesé. Le baron lui-même, assis en bout de table, présidait à cette scène avec une expression impénétrable, son regard perdu dans le vide, comme s'il était un étranger dans sa propre demeure. La richesse était partout, palpable dans les lourdes tapisseries flamandes et le parfum des mets raffinés, mais la chaleur humaine en était cruellement absente, laissant une impression de solitude glaciale. Soudain, un cri étranglé rompit la monotonie de la soirée. C'était Madame Odette, la gouvernante en chef, une femme au visage sévère et aux yeux perçants, qui se tenait près d'une commode, la main portée à sa bouche. « La broche, elle a disparu !» Sa voix, aiguë et accusatrice, fit sursauter l'assemblée. Il s'agissait non pas d'un simple bijou, mais de l'héritage de la défunte mère du baron, une pièce d'une valeur inestimable. Sans la moindre hésitation, Madame Odette se tourna, son doigt pointé comme une arme, vers la plus jeune des servantes, qui débarrassait silencieusement les assiettes. « C'est elle, monsieur le baron. Je l'ai vue rôder près de vos appartements. C'est la petite voleuse. » Tous les regards, chargés de mépris et de suspicion, convergèrent vers la silhouette frêle d'Élise, la piégeant dans un silence assourdissant qui valait déjà condamnation. Au lieu des larmes attendues ou des dénégations effrayées, ce fut un calme désarmant qui émana de la jeune femme. Élise posa la pile d'assiettes qu'elle tenait, ses mains calleuses ne tremblant pas. Elle leva les yeux, non pas vers son accusatrice, mais directement vers le baron, son regard ferme et digne. D'une voix posée, dénuée de toute panique, elle parla. « Madame Odette se trompe, monsieur le baron. J'ai bien fait le service dans votre chambre cet après-midi, mais la gouvernante a elle-même rangé le coffret à bijoux sur la commode après mon départ. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « La broche est lourde. Avec le courant d'air de la fenêtre ouverte, le coffret a pu basculer. Je pense qu'elle a dû glisser derrière le meuble. » Sa logique était si simple, si claire, qu'elle désarma l'hystérie ambiante et la remplaça par un doute palpable. Le baron Philippe, intrigué par cette maîtrise de soi inattendue, fit un signe de tête à un valet. Le lourd meuble fut déplacé avec précaution, révélant sur le parquet le scintillement de la broche perdue, exactement là où Élise l'avait suggéré. Un soupir collectif de soulagement parcourut la pièce, rapidement suivi par une gêne pesante. Madame Odette devint blême, sa méchanceté exposée. Mais le baron ne la regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur Élise, qui avait déjà repris son travail avec une dignité silencieuse. Pour la première fois, il ne voyait pas une servante, mais une femme d'une force et d'une intelligence rares, une lumière dans l'obscurité de son existence. C'est pour des moments comme celui-ci, pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, que votre abonnement est si précieux. Il nous aide à faire en sorte que ces récits ne soient jamais oubliés. Dans les jours qui suivirent l'incident de la broche, un changement subtil mais profond s'installa dans le château de Valois. Le baron Philippe, qui avait jusqu'alors traversé ses couloirs avec l'indifférence d'un spectre, se mit à observer. Il regardait Élise non plus comme une partie du mobilier ou un rouage anonyme de la maisonnée, mais comme une énigme vivante. Il la voyait balayer les feuilles mortes dans la cour, son geste à la fois méticuleux et gracieux, ou encore polir l'argenterie avec une concentration qui conférait à cette tâche ingrate une sorte de noblesse. Il remarquait la droiture de sa posture, l'économie de ses mouvements, et surtout ce regard clair qui ne fuyait jamais le sien lorsqu'ils se croisaient. Chaque détail, autrefois invisible, devenait pour lui une source de fascination, le début d'une curiosité qui commençait à percer la glace de sa solitude. Cette solitude,
était la compagne de Philippe depuis des années, un luxe amer que sa fortune ne faisait qu'amplifier. Veuf d'un mariage arrangé qui n'avait été qu'une transaction commerciale entre deux familles puissantes, il vivait dans une opulence vide de sens. Sa défunte épouse, une femme préoccupée uniquement par son statut et les apparences, n'avait jamais su voir l'homme derrière le titre. Il était le baron de Valois, le maître des vignobles, une figure d'autorité et de pouvoir, mais il n'était jamais simplement Philippe. Les murs de son château, ornés de tapisseries flamandes et de portraits d'ancêtres sévères, semblaient le juger en permanence, lui rappelant le poids d'un héritage qui exigeait le respect des conventions, mais n'offrait aucune chaleur en retour. Il possédait tout, mais il n'avait personne avec qui partager le silence. Élise, de son côté, connaissait une autre forme de solitude, celle de l'orpheline sans attache ni protection. Arrivée au domaine comme une enfant effrayée, elle avait grandi dans l'ombre du château, apprenant très tôt que sa survie dépendait de son travail acharné et de sa discrétion. Les autres domestiques la traitaient avec un mélange de pitié et de méfiance, car sa dignité silencieuse était souvent perçue comme de l'arrogance. Elle n'avait jamais connu la tendresse d'une famille, mais elle avait développé une force intérieure remarquable, une sorte d'intégrité sauvage qui la guidait. Son monde se limitait aux cuisines surchauffées, aux dortoirs froids et aux jardins du domaine. Mais dans ce périmètre restreint, elle avait appris à observer le monde avec une acuité que les nobles, aveuglés par leurs privilèges, ne possédaient pas. La première conversation intentionnelle eut lieu une semaine plus tard. Sous le prétexte de vérifier les registres de l'intendance, Philippe convoqua Élise dans son bureau. Un sanctuaire de chêne et de cuir où aucun domestique n'entrait habituellement sans être appelé. Il s'attendait à des réponses timides, à des phrases murmurées, les yeux baissés. Au lieu de cela, Élise répondit à ses questions avec une clarté et une précision qui le surprirent. Elle ne se contenta pas de réciter des chiffres. Elle expliqua les dépenses avec une logique pragmatique, suggérant même des économies possibles sans sacrifier la qualité. Pour la première fois, Philippe n'entendait pas la voix d'une servante, mais celle d'une gestionnaire intelligente. La conversation se prolongea bien au-delà du nécessaire, glissant des comptes du domaine à la santé des vignes, puis au temps qu'il faisait. Ces échanges devinrent rapidement un rituel discret, une parenthèse volée au protocole rigide du château. Parfois, c'était une brève discussion dans les jardins, où Élise lui expliquait les vertus d'une plante que les jardiniers ignoraient. D'autres fois, c'était dans la grande galerie où Philippe lui demandait son avis sur la disposition d'un nouveau tableau, feignant une indécision qu'il ne ressentait pas. Il découvrait en elle une sagesse simple et profonde, une vision du monde dénuée de cynisme. Elle ne le flattait jamais, ne cherchait pas à lui plaire. Elle lui parlait comme à un égal, un homme, et non comme au baron de Valois. Chaque conversation était pour lui une bouffée d'air frais, un rappel qu'une autre vie, plus authentique et plus humaine, existait juste au-delà des murs de sa prison dorée. Philippe sentit alors naître en lui un sentiment qu'il croyait mort depuis longtemps, une affection sincère qui se muait doucement en amour. Cette prise de conscience fut à la fois une révélation et une terreur. Il était un baron, un homme de son rang, et elle était une servante. Le monde dans lequel il vivait ne pardonnerait jamais une telle transgression. La voix de son père résonnait dans sa tête, lui rappelant ses devoirs, l'importance du nom, l'impératif de préserver l'honneur de la famille. Chaque regard échangé avec Élise devenait une bataille contre des siècles de conditionnement social, une lutte entre le cœur qui s'éveillait et la peur panique du scandale. C'est précisément pour raconter ces luttes silencieuses, ces actes de courage qui défient un monde entier que votre soutien est si important. En vous abonnant, vous nous aidez à donner une voix à ces histoires d'humanité. La véritable rupture avec les conventions eut lieu lors d'une après-midi pluvieuse. Le château était silencieux, l'atmosphère lourde et mélancolique.
Poussé par une impulsion qu'il ne chercha pas à réprimer, Philippe trouva Élise dans le hall et d'une voix presque hésitante l'invita à le rejoindre dans la bibliothèque pour lui lire un passage d'un livre qu'il appréciait. La bibliothèque était le cœur intellectuel et social du domaine, un lieu strictement interdit au personnel. En l'y faisant entrer, il ne partageait pas seulement un livre. Il faisait tomber la plus haute barrière qui les séparait. Assis dans de profonds fauteuils en cuir, le crépitement du feu dans la cheminée pour seule musique, il lui lut des poèmes, et pour la première fois, le silence entre eux ne fut pas celui de la distance sociale, mais celui d'une complicité partagée. Cependant, un tel rapprochement ne pouvait échapper aux yeux perçants de Madame Odette. La gouvernante, dont la haine pour Élise n'avait fait que croître depuis l'humiliation publique qu'elle avait subie, observait chaque interaction avec une jalousie venimeuse. Elle voyait les regards prolongés, les sourires discrets, les prétextes de plus en plus fragiles que le baron utilisait pour s'isoler avec la jeune femme. Son pouvoir au sein du château reposait sur le maintien d'un ordre strict et immuable, un ordre que cette relation naissante menaçait de faire voler en éclats. Elle commença alors son travail de sape, distillant le poison de la rumeur. Un mot glissé à l'oreille d'une femme de chambre, une insinuation lancée au cuisinier, une question faussement innocente posée à un valet. Lentement, méthodiquement, elle tissait sa toile de malveillance. La rumeur, une fois libérée, se propagea avec la vitesse d'un incendie. Elle s'échappa des murs du château pour atteindre le village, puis les domaines voisins. Le dimanche, à la messe, Philippe sentit le changement dans l'atmosphère. Les salutations de ses pairs étaient plus froides, leurs regards chargés d'un mépris à peine dissimulé. Le curé lui-même, un homme soucieux des apparences et influencé par les notables de la paroisse, adressa un sermon sur les dangers de la luxure et la nécessité pour les maîtres de maintenir la morale et l'ordre divin au sein de leur maison. Chaque mot était une flèche décochée en sa direction, une condamnation publique qui le laissait exposé et isolé. La pression sociale, autrefois une force abstraite, devenait une cage bien réelle qui se refermait sur lui. Pour Élise, la vie au sein du château devint un calvaire quotidien. Les autres domestiques, craignant la colère de Madame Odette ou simplement par jalousie, l'évitaient comme la peste. Ses tâches étaient mystérieusement sabotées, un seau d'eau renversé sur un sol qu'elle venait de nettoyer, du linge propre souillé juste avant d'être rangé. Elle endurait les chuchotements dans son dos, les rires étouffés à son passage, le poids constant de la réprobation. La peur commençait à s'insinuer en elle, la peur de perdre son emploi, son seul moyen de subsistance. Pourtant, lorsqu'elle croisait le regard de Philippe, un regard où elle lisait désormais une tendresse et une inquiétude qui lui étaient destinées, une force nouvelle la submergeait, lui donnant le courage de supporter l'hostilité et de ne pas plier. Le mépris de l'aristocratie locale ne tarda pas à se transformer en une arme économique. Les propriétaires terriens, gardiens d'un ordre social rigide, voyaient dans l'attitude du baron une menace pour leur propre autorité. Si un homme de son rang pouvait s'abaisser à fréquenter une servante, alors les fondations mêmes de leur monde risquaient de s'effondrer. La première salve fut tirée par un important négociant de Bordeaux, un homme dont la famille commerçait avec les Valois depuis des générations. Lors d'une visite au château, il annonça d'un ton glacial qu'il ne pourrait pas acheter la récolte de l'année, prétextant des incertitudes sur le marché et des inquiétudes concernant la bonne gestion du domaine. Le message était clair. C'était le début d'un boycott organisé pour le forcer à revenir à la raison. Philippe se retrouvait au pied du mur, confronté à un choix impossible. D'un côté, il y avait son nom, son héritage, la prospérité de son domaine et la survie économique de tous ceux qui en dépendaient. De l'autre, il y avait Élise, la seule personne qu'il avait jamais vue pour ce qu'il était, la seule source de lumière et de chaleur dans son existence glaciale. Renoncer à elle signifiait retourner à une vie de solitude et de désespoir silencieux, se soumettre à l'hypocrisie d'une société qu'il méprisait de plus en plus. La choisir, cependant, signifiait la guerre,
la ruine financière, l'ostracisme social et la destruction de tout ce que ses ancêtres avaient rebâti. Debout devant la fenêtre de son bureau, il contemplait ses vignobles s'étendant à perte de vue, sentant le poids de sa décision écraser son âme. Le coup de grâce fut porté par une délégation inattendue. Guidés par le curé du village, dont le visage affichait une piété sévère, plusieurs propriétaires terriens influents se présentèrent au château un matin. Ils furent reçus dans le grand salon, leurs expressions graves et leur silence accusateur transformant la pièce en tribunal. Philippe les affronta, debout près de la cheminée éteinte, sentant le poids de leur jugement collectif. Il voyait dans leurs yeux non pas de l'inquiétude, mais une satisfaction cruelle, celle de voir un homme de leur rang mis à genoux par la pression sociale qu'ils avaient eux-mêmes orchestrée. Madame Odette se tenait en retrait, un sourire à peine dissimulé sur les lèvres, savourant ce qu'elle croyait être sa victoire imminente. L'air était lourd, saturé de l'hypocrisie d'un monde qui exigeait le sacrifice d'une innocente pour préserver ses apparences. Le curé prit la parole, sa voix onctueuse remplissant le silence. Il parla de devoir, de morale, de la responsabilité d'un maître envers l'ordre divin et social. Chaque mot était une attaque voilée, une condamnation publique déguisée en sermon bienveillant. Il évoqua la tâche, sur la réputation du domaine de Valois, l'inquiétude de la communauté et la nécessité pour le baron de revenir à la raison. L'ultimatum fut finalement posé, clair et brutal. Il devait renvoyer Élise sur le champ ou faire face à l'ostracisme total et à la ruine financière. Au moment précis où le silence devint insoutenable, Madame Odette s'avança, tirant par le bras une Élise pâle mais au regard droit. Elle la jeta littéralement au centre de la pièce, comme une preuve vivante du péché, s'attendant à une humiliation finale et dévastatrice. Mais au lieu des larmes ou d'une supplique effondrée, ce fut une force inattendue qui émana de la jeune femme. Élise se redressa, fit un pas en avant, et son regard ne se posa pas sur le baron, mais balaya un à un les visages de ses accusateurs. D'une voix calme et ferme, qui porta jusqu'au fond du salon, elle ne se défendit pas. Elle les confronta. « Vous parlez d'honneur, monsieur le curé, mais quel honneur y a-t-il à détruire une vie pour apaiser des rumeurs ? Vous parlez de morale, messieurs, mais quelle morale y a-t-il à condamner le travail honnête et la dignité ? Mes mains sont calleuses, elles sont la preuve de mon labeur, pas d'une faute. Votre foi vous commande la charité, mais je ne vois dans vos yeux que du mépris. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée, abasourdi par tant d'audace et de vérité. En regardant Élise, seule face à ce tribunal hostile, Philippe sentit les chaînes qui l'entravaient depuis sa naissance se briser. La voix de son père, les conventions, la peur du scandale, tout cela se dissipa comme de la fumée. Il ne voyait plus une servante, mais la femme la plus courageuse et la plus honorable qu'il ait jamais connue. Une vague de clarté et de certitude le submergea. Lentement, il traversa la pièce et vint se placer à côté d'elle. Il posa doucement sa main sur son épaule, un geste de protection et de possession qui valait plus que tous les discours. Puis, se tournant vers la délégation stupéfaite, sa voix résonna, froide et tranchante comme l'acier. « Cette femme, que vous osez juger, possède plus d'honneur dans son cœur que vous tous réunis. À partir d'aujourd'hui, elle sera la maîtresse de cette maison. Elle est ma femme. » Les visages des notables passèrent de la surprise à l'indignation outrée. Le curé balbutia une protestation parlant de sacrilège et de folie. Mais Philippe ne les écoutait plus. D'un geste ample du bras, il leur indiqua la porte. « Maintenant, sortez de chez moi. » Ces mots n'étaient pas une demande, mais un ordre irrévocable. Ils n'étaient plus ses pairs, mais des intrus dans son domaine. Un par un, décontenancés et furieux, ils quittèrent le salon, suivis de près par une Madame Odette livide, sa machination s'étant retournée contre elle de la manière la plus spectaculaire qui soit. La lourde porte de chêne se referma derrière eux, scellant la rupture définitive de Philippe avec son monde. Dans le silence immense du salon, il se tourna vers Élise. Ils étaient seuls, face à un avenir incertain et hostile, mais pour la première fois, ils étaient unis, un rempart l'un pour l'autre.
Leur mariage ne fut pas célébré dans l'église du village, sous les regards réprobateurs, mais dans l'intimité d'une mairie lointaine. Ce fut un acte civil, un contrat scellé non pas devant Dieu et une société hypocrite, mais entre deux âmes qui s'étaient reconnues. L'isolement qui suivit fut total. Le boycott économique était une réalité brutale qui menaçait de les ruiner. Pourtant, dans ce silence forcé, une nouvelle dynamique naquit. Libéré du poids des conventions, Philippe redécouvrit la passion pour sa terre, tandis qu'Élise, devenue Madame de Valois, révélait une intelligence pratique et un sens des affaires stupéfiant. C'est elle qui proposa la solution, une idée si audacieuse dans sa simplicité: si Bordeaux nous ferme ses portes, nous irons frapper à celles de Paris. Ils décidèrent de contourner les négociants locaux pour vendre leur vin directement dans la capitale et chercher des exportateurs dans les grands ports comme le Havre. Leur entreprise commune fut une épreuve de force et de caractère. Philippe utilisa les derniers vestiges de son influence pour obtenir des rendez-vous à Paris, tandis qu'Élise, depuis le bureau qui était devenu leur quartier général, gérait les comptes, optimisait la production et organisait la logistique complexe du transport. Ils formaient une équipe redoutable, où la connaissance du monde de Philippe se mariait à la sagesse terrienne d'Élise. Dans la capitale, ils rencontrèrent d'abord le scepticisme, mais la qualité exceptionnelle de leur vin, présenté avec une conviction renouvelée, finit par convaincre des marchands plus intéressés par l'excellence que par les ragots de province. Au Havre, un contrat avec une compagnie maritime anglaise leur ouvrit les portes d'un marché international inespéré. Pas à pas, ils ne sauvaient pas seulement leur domaine. Ils le rebâtissaient sur des fondations plus saines, celles du mérite et du respect mutuel. Leur succès devint rapidement une légende discrète dans la région, un murmure d'espoir pour les petits vignerons longtemps écrasés par l'oligarchie des grands propriétaires. L'histoire du baron et de la servante qui avaient bâti un empire commercial en défiant le système était la preuve que le courage et l'innovation pouvaient renverser l'ordre établi. Inspirés par leur exemple, plusieurs petits producteurs se regroupèrent en coopérative, suivant les conseils avisés d'Élise pour trouver de nouveaux débouchés. Philippe et elle étaient devenus, sans le chercher, des pionniers, des symboles vivants que l'intégrité pouvait être une force économique. C'est pour que des histoires comme la leur continuent d'inspirer et de donner de la force à d'autres que votre abonnement est si important. Il nous aide à faire entendre ces voix qui changent le monde en silence. 5 ans plus tard, le château de Valois n'était plus une forteresse de solitude. Les rires d'enfants résonnaient dans le grand hall, et les fenêtres, autrefois closes, laissaient entrer une lumière chaude et vive. Sur la terrasse, surplombant les vignes florissantes, Philippe se tenait aux côtés d'Élise. Son visage n'était plus celui d'un homme hanté, mais celui d'un homme comblé, apaisé. Leurs mains étaient enlacées, un geste simple qui racontait une victoire silencieuse. En contrebas, dans le jardin, une petite fille de 4 ans, aux yeux vifs et au rire cristallin, courait dans l'herbe. C'était Juliette, leur fille, le fruit d'un amour qui avait bravé le monde. Elle était la promesse d'un avenir où la noblesse ne serait plus une question de sang, mais une affaire de cœur et de caractère.